Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Après avoir passé 19 mois d'incarcération à la prison civile de Matama, ici dans la région de Zender, l'acteur de la société civile, Sadat Ilia, poursuivi pour complot contre la sûreté de l'État, a été libéré ce matin par le juge du deuxième cabinet qui a constaté une violation de l'article 168 du Code de procédure. Le verdict du procès en appel a été rendu, comme je le disais, donc ce mercredi à Zender. Et nous suivons la réaction de Ahmad Ankori, il est un proche de Sadat. Et notre camarade est libre suite à la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale. Et vous savez que l'avocat a introduit la requête de mise en liberté provisoire. Et quand cette requête est introduite, la justice a 5 jours au minimum et 30 jours au maximum pour se prononcer. Donc la Cour a constaté le cas de cette violation de l'article 186. Et l'article dit que si la justice ne se prononce pas pour les délais maximaux de 30 jours, le prévenu est libre d'office. Donc à ce sujet, à ce point, Sadat est libre d'office, la Cour l'a constaté. Deuxièmement, la Cour a confirmé la décision du juge d'instruction qui a rendu sa décision le 20 mai, décision qui libère Sadat. Et aujourd'hui, les délibérés de la Chambre d'accusation a confirmé la décision du juge d'instruction et Sadat est libéré. Donc maintenant, le troisième élément de l'ordonnance du juge d'instruction, c'est qu'il y a une charge qui sera jugée en correctionnel, c'est-à-dire la charge là qui concerne les injures qui constitue la première plainte. Voilà un mot de quoi il s'agit sur cette question du dossier Sadat. Nous osons espérer que vraiment notre camarade est libre et on attend les formalités administratives pour aller l'accueillir. Et je vais profiter de l'occasion pour dire à l'ensemble de la population d'être serein et de nous écouter. Une fois que les formalités administratives seront terminées, on va leur dire de sortir pour accueillir les vaillants combattants de la liberté. Nous avons espoir que la décision ou la notification lui sera faite aujourd'hui. Dans le cas où c'est aujourd'hui que la notification lui sera parvenue, donc il sera dans sa maison aujourd'hui. Mais dans le cas si c'est demain, dans tous les cas, nous savons très bien que ça ne va pas prendre de temps parce qu'il s'agit de la question de la liberté et la justice va faire de son mieux pour lui notifier ça. Célébration ce jour de la journée internationale des droits de l'enfant au Niger. Cette journée est célébrée dans un contexte où les enfants des régions de Difa et de Tillabéri vivent dans une psychose au vu de la dégradation de la situation sécuritaire. Des structures actives dans ce domaine demandent au gouvernement de s'investir davantage dans la protection du droit de l'enfant. Le reportage est de Hassan Saleh Moussa. Ce 30e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant est célébré au Niger dans un contexte caractérisé par le bafouement des droits de l'enfant du fait de la dégradation de la situation sécuritaire dans certaines localités de la région de Difa et Tillabéri où le droit à l'éducation de beaucoup d'enfants sont compromis. L'effort de guerre fait qu'aujourd'hui les ressources s'amenuisent davantage pour les secteurs sociaux de base. Et cela a des impacts directs sur la vie des enfants. À titre illustratif, l'engagement qui a été pris par les pouvoirs publics, c'est de consacrer 25% du budget de l'État à l'éducation. À l'évidence, on est à moins de 20%. Pareil pour la santé où, selon les normes OMS, il faut mettre 10% et selon la déclaration d'Abuja, 15%. On tourne autour de 6%. Les ministères en charge, par exemple, de la promotion de la femme, protection de l'enfant, à moins de 1% du budget national. C'est pour vous dire le contexte sécuritaire, son impact sur, en tout cas, la vie des enfants. Pour rappel, la bienveillance d'un État se mesure à travers non seulement l'harmonisation de son cadre juridique vis-à-vis de la Convention relative, mais surtout de son engagement politique à
consentir des budgets conséquents dans les secteurs sociaux de base. Certes, depuis l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant en 1989, beaucoup d'efforts ont été faits, mais les autorités nationales doivent encore faire plus en faveur des droits de l'enfant. Il y a eu également beaucoup d'avancées, même si tout à l'heure le tableau était sombre. En termes de mortalité des enfants, il y a eu beaucoup de régressions. En termes d'éducation, il y a eu un afflux massif dans la scolarisation. Il y a eu aussi, en tout cas, beaucoup de mesures réglementaires, mais le Niger pourra en tout cas mieux faire. L'État doit en tout cas doit peut-être changer de stratégie en impliquant également davantage les communautés, telles que tout à l'heure, enfin ces derniers jours, nous avons pu voir ça sur les réseaux sociaux avec le Burkina Faso, où en tout cas le président a appelé à ce que chaque Burkinabé puisse être également un militaire actif. Je pense que nous devrons nous y atteler à cela et en tant que structure fêtière, nous ne cessons pas de faire le plaidoyer pour que l'État puisse assurer la sécurité. Parce que c'est un devoir régalien de l'État d'assurer la sécurité. La journée internationale des droits de l'enfant célébrée tous les 20 novembre est la date anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant par la résolution 44-25 de l'Assemblée générale des Nations unies. À l'occasion de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, une compétition a été organisée par AgriFocus et Global Entrepreneurship Week en collaboration avec le Centre culturel américain. D'autres précisions dans ce compte rendu de Hamza Sakou. Elles étaient 3 femmes entrepreneurs en compétition pour le compte des femmes entrepreneurs lors de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat 2019. Ainsi, Adjara Cheibou, spécialisée dans la transformation agroalimentaire, a remporté le premier prix de 750 000 francs CFA. Les mots me manquent vraiment. Je suis très émue et je remercie sincèrement le Centre culturel américain pour ces initiatives et j'encourage aussi l'État et les partenaires pour cette initiative d'encourager les jeunes. Il faut travailler. On est dans la transformation agroalimentaire à base de céréales. On transforme le mil, le riz, le maïs en dégué de mil, couscous de riz, couscous de sorgho, pour ne citer que cela. Cette activité a vu la participation de M. Ibrahim Issifi Sadou, ministre de l'Entrepreneuriat des Jeunes, qui a saisi l'occasion pour réaffirmer la volonté du gouvernement à accompagner les jeunes entrepreneurs et remercier la coopération avec les États-Unis. Nous avons un programme qu'on appelle le SWED, dans lequel il est placé 25 milliards pour permettre à ce que les femmes soient autonomes. Alors là, si nous avons d'autres structures comme l'ambassade des États-Unis qui vient faire la même chose et surtout le côté coaching que j'ai vu, vous êtes en train de faire à ces femmes qui leur permet en tout cas de se vendre. Toute l'équipe continue comme ça, continue à accompagner les femmes. En tout cas, nous serons aussi avec vous pour une émergence des femmes, pour avoir plus de femmes émergentes. Enfin, le premier conseiller Shark Tank compétition témoigne de leur soutien au programme qui entraîne la croissance économique du Niger. L'actualité dans nos régions, direction Agadez, où le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, ROTAB, a initié une série de formations au groupement féminin riverain des sites d'exploitation miniers. C'est l'exemple des femmes de la région d'Agadez qui ont été formées sur le thème « Appuyer les organisations des femmes riveraines du groupement d'intérêt économique, c'est promouvoir le contenu local ». Le reportage est de Sansale Moussafa. À travers cette formation, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire à ROTAB vise à organiser les femmes de la région d'Agadez pour pouvoir bien défendre leurs intérêts. Et pour ce faire, le ROTAB, appuyé par son partenaire Osiwa, envisage de mettre en place un groupement d'intérêt économique pour ces femmes venues de plusieurs localités de la région minière d'Agadez. Après des échanges avec les entreprises exploitantes, parce que nous avons constaté que les populations riveraines ne participent pas
dans le cadre des marchés qui sont offerts par les entreprises exploitantes, alors que ces populations sont les premières victimes de l'exploitation des ressources minières. Il est donc tout à fait concevable d'imaginer que cette exploitation engendre un développement socio-économique au niveau local. Et pour ce faire, nous avons initié cet atelier qui vise tout d'abord à constituer les femmes en groupement d'intérêt économique que nous appelons les GIE, ensuite à les former sur les procédures d'obtention d'un marché et sur également les procédures de gestion de ces marchés. Cette initiative appréciée positivement par les bénéficiaires qui repartent très édifiés. Et c'est ce que nous attendons. Et auparavant même, nous avons la décision de former un groupement sur ça et ça tombait à pic. Nous remercions les Tout-Puissants de nous avoir donné le courage de participer. Et nous remercions aussi Rotab qui a financé cette formation. On fera tout notre possible, ce qu'on vient d'apprendre. On a assez vraiment eu beaucoup d'expérience pendant les 2 jours qu'on a eu d'expérience. Et vraiment pour nous c'était une bonne occasion parce qu'on l'attendait depuis. On pouvait faire sans hésiter. On remercie beaucoup Rotab d'avoir pensé vraiment aux jeunes femmes, surtout les jeunes femmes d'ici, parce que d'Agadez, on en a besoin de ces genres de choses. Sinon, beaucoup de projets viennent et ils interviennent beaucoup sur la jeunesse. Or, il y a beaucoup de femmes qui attendent ça. Au début, en fait, avant d'avoir cette formation, je banalisais les choses. Des choses qui sont importantes, je les trouvais banales. Avec la formation, je peux avoir plus clair, à comprendre que ce n'est vraiment pas banal, c'est important. Et à développer un certain potentiel, notamment dans le petit commerce que je fais. Le choix des communautés riveraines des sites minés par le Rotab pour bénéficier de cette formation est vivement apprécié par les autorités régionales. L'exploitation des ressources minières doit contribuer au développement socio-économique des zones d'extraction minière. C'est dans cette optique que nous saluons les efforts du Rotab en vue de mettre les communautés riveraines dans leurs droits, d'où la pertinence de cet atelier de formation à l'endroit des femmes, en vue de développer leurs capacités en entrepreneuriat dans le cadre de groupements d'intérêt économique. Elles sont au nombre de 15 femmes issues des différents groupements féminins de la région d'Agadez qui ont été formées dans le souci de bien mener leurs activités génératrices de revenus. Du sport dans ce journal, dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2021, le MENA national a été battu 6-2 hier sur ses installations par l'équipe du Madagascar. Une défaite très lourde, donc à la grande déception des supporters. Ce sentiment de l'entraîneur français du MENA, faut-il le préciser, qui n'a pas encore de contrat avec le Niger à cette date, c'est le sentiment de déception des milliers de supporters. Des supporters qui ont effectué massivement le déplacement au stade Jean Saint-Pinto de Niamey pour pousser son équipe à la victoire. Mais hélas, les dieux du stade étaient malgaches ce mardi 19 novembre 2019. La défaite est orpheline, a-t-on coutume de dire, mais Jean-Guy Walem s'explique. Il y a des joueurs qui n'ont pas fait le boulot, donc à partir du moment où on s'est liquéfié, après le premier but, je pense c'est venu trop vite après ce but marqué, qui aurait dû nous mettre en confiance, mais peut-être qu'on a eu un excès de confiance et que certains joueurs n'ont pas fait ce qu'il fallait sur le replacement, sur la volonté d'être en bloc équipe, ce qu'on avait été notamment en Côte d'Ivoire, même si on avait perdu. Il y a eu exactement la même organisation, sauf qu'il y a eu 2 changements. Donc un changement de poste, 3 changements si vous voulez. Van Koy a joué en soutien de Mazou. Et j'ai mis de la fraîcheur avec Adebayor et Moutari qui étaient déjà rentrés en Côte d'Ivoire, justement pour amener cette vitesse et cette percussion par rapport au fait qu'on allait certainement avoir le ballon, tout en sachant que ça allait vite devant chez eux. Mais le premier quart d'heure nous a montré que c'était intéressant. Après, derrière, je vous dis, il y a certains garçons,
En une semaine de temps, on ne peut pas connaître tout le monde, même plus. Je pense que j'aurais peut-être pas fait les mêmes choix en connaissance de cause. Il y a des garçons qui ont joué leur carte personnelle ce soir. Prendre 6 buts à domicile, cela semble être impensable. Mais en football, tout est possible, surtout quand l'adversaire du jour s'appelle la sensation de la dernière CAN, le Madagascar. Ils ont fait une Coupe d'Afrique exceptionnelle, donc ils s'entendent, ils se connaissent. Voilà, il y a des phases de jeu, des principes de jeu qu'ils élaborent depuis très longtemps. Nous, c'était la découverte. Malheureusement, je vous dis, ce qui me déçoit surtout et la fierté qu'on n'a pas eue sur ce match-là, on peut perdre le match encore une fois, mais prendre autant de buts, même si la qualité de l'adversaire n'est pas à rogner, je vous dis encore une fois, on n'a pas joué en équipe aujourd'hui et c'était très compliqué. Après cette lourde défaite, l'heure est aux commentaires de toutes sortes, souvent légitimes, mais la plupart sans connaître certains paramètres. Certes, après la défaite héroïque contre la Côte d'Ivoire à Abidjan, nombreux étaient les observateurs qui ont prédit une victoire contre les Malgaches. Mais sur le terrain, c'était une équipe nigérienne méconnaissable avec des joueurs effacés. On a 0 points sur 2 matchs, donc il est clair que c'est compliqué, mais ça nous a permis de voir certaines choses, individuellement, collectivement. Et comme j'ai dit dans le vestiaire, il y a des garçons qui n'ont pas respecté l'équipe, qui n'ont pas respecté le collectif. Je répète encore une fois, on peut perdre un match, mais pas de cette manière-là. On sait que sinon on ne joue pas en équipe, sans dénigrer les joueurs. Je ne pense pas qu'on ait la qualité de Madagascar individuellement et collectivement. Donc, là-dessus, c'est un travail de longue haleine, mais on sait que le football est impatient et qu'on n'a jamais le temps. Avec une entame difficile dans ces éliminatoires pour la CAN 2021, le 11 nigérien doit cravacher dur, très dur pour un ticket au pays de Tofis en 2021. Mais cela passera certainement par une conjugaison des efforts de tous les acteurs du football nigérien, du sommet à la base. Par rapport toujours à ce match, notre reporter Abdelrazak Léo a interrogé quelques supporters malgaches et nigériens. On les écoute. Oui, on a bien joué et puis voilà la victoire de Madagascar, 2 buts à 6. Donc on est bien. Donc on va rentrer chez nous avec la victoire. Merci beaucoup. On est juste très fiers de notre paréa. Et puis on leur souhaite bonne chance pour la suite. On est très contents. D'entrée de jeu, on a été mené au score d'1 but à 0. Mais nous n'avons pas baissé les bras. On a développé le jeu, on a égalisé à 1. Et puis on a mené 2-1. Et puis c'est enchaîné beaucoup de buts. On a apprécié la prestation de nos joueurs qui ont très bien joué et qui ont su maîtriser le score. Finalement, on s'est en sorti avec un score de 6 buts à 2. Donc on est très content. On pense qu'ils ont fait une très belle performance. J'estime que le score a quand même été trop alourdi. Bon, si la façon dont les menants jouaient à la deuxième mi-temps se reflétait le jeu de la première mi-temps, j'espère que les parties allaient être un peu équilibrées. Bon, ils ont pêché à la première mi-temps et puis ça paye cash. C'est un peu ça, ils ont pêché par manque d'expérience. Dans l'ensemble, le match a été un match à sens unique, car les Malgaches, sur le papier, sont supérieurs par rapport au Niger. Ils l'ont démontré sur le terrain à travers leur jeu tactique qu'ils ont pu développer. Moi, j'aurais voulu que notre dispositif tactique soit plus défensif à l'attentiste que d'aller jouer, attaquer à domicile avec ces Malgaches qui sont supérieurs par rapport à notre football. Bon, c'est le foot, ça a toujours été ainsi. Le Brésil a été battu 7-1 à domicile en demi-finale. Nous avons perdu 6-2 à domicile, ce n'est pas démérité. On va tirer l'espérance de ce match et pour pouvoir améliorer les insuffisances de ce match et pour pouvoir poursuivre les chances de qualification. Je suis un supporter, c'est pas aujourd'hui, je suis avec l'équipe. Je peux comprendre l'équipe parce que les joueurs sont de nouveaux et le coach est nouveau, même pas une semaine. Et bon, d'ailleurs, le sport, c'est fair play. Il y a fair play. Le Brésil a perdu en Coupe du Monde 7-0 chez eux. Mais pourtant, ce n'est pas la fin du monde. Donc, on reprend le travail à zéro. De tous les courage, je crois aux enfants. C'est juste quelques corrections. Et avec le nouveau sélectionneur, je crois et je sais que ça va aller, Inch'Allah. Parce qu'au moins, on a posé le ballon et ça donnait seulement des erreurs à corriger.
parce que le Madagascar, ce n'est pas un petit club. Oui, on les a vus en Coupe d'Afrique. Donc le renouveau, ça ne se pardonne pas. Voilà, bonne chance donc à notre équipe nationale demain là pour la suite de cette compétition. Ainsi prend fin ce journal, mais retenez que comme chaque mercredi, place à présent à la chronique judiciaire qui traite des termes juridiques. Aujourd'hui, Maître Suleiman Seydou nous entretient sur les termes relax, acquittement et non-lieu. Mesdames et messieurs, bonne réception. La notion de relax, d'acquittement et de non-lieu, il s'agit là de trois thèmes juridiques qui souvent sèment la confusion dans l'esprit de certains juristes. Alors quand on parle de relax, lorsque vous êtes poursuivi en matière délictuelle et que vous êtes renvoyé devant le tribunal correctionnel, lorsque le tribunal estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments contre vous, le tribunal rend ce qu'on appelle une décision de relax. En ce moment, la relax, c'est une notion qui est propre au tribunal correctionnel qui statue en matière délictuelle. Alors que la question d'acquittement, c'est une notion spécifique au cours d'assises. Lorsque vous êtes poursuivi pour un fait criminel devant la cour d'assises, lorsque la cour estime que les éléments qui ont été présentés par le procureur général n'ont pas permis d'asseoir en tout cas leur conviction par rapport à la constitution de l'infraction qui est reprochée à l'accusé, la cour d'assises rend ce qu'on appelle un arrêt d'acquittement. Un arrêt d'acquittement. Alors que la notion de non-lieu, comme je venais tantôt de l'expliquer, elle est liée à une procédure d'instruction. Lorsqu'un juge d'instruction est saisi d'une affaire, il l'instruit à charge et à décharge. Lorsqu'il estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments contre la personne qui est mise en examen, il rend ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu. Donc il s'agit en réalité des thèmes qui sont propres à des juridictions de manière spécifique. Devant le juge d'instruction, on parle de non-lieu, une ordonnance de non-lieu. Devant le tribunal correctionnel, la décision qui décide de ne pas reconnaître une personne coupable d'un délit, on parle de la relax. Lorsque nous sommes devant la cour d'assises, la décision ou l'arrêt de la cour d'appel qui décide que l'infraction n'est pas suffisamment constituée, la cour rend ce qu'on appelle un arrêt d'acquittement.